voici 2019 avec un nouveau visage, Bertrand Bruyat. Et vous, alors vous êtes, vous présentez comme dans le domaine de l'hypnose quelque part, apparemment. Mais à Oui, partir de l'hypnose, vous allez dans beaucoup de choses. C'est votre outil de travail, l'hypnose. l'hypnose est l'outil, hypnose ericksonienne, exactement. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que depuis le temps que j'entends parler d'Eric, Mhm, est-ce que vous mhm. expliquez qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette hypnose ericksonienne? Alors, l'hypnose ericksonienne, on peut l'appeler aussi l'hypnose moderne. Oui. Ça a été rénové par ce médecin psychiatre américain, Mhm. Milton Erickson. Mhm. Il a adapté la pratique et la technique à ses patients et dans le cadre thérapeutique. Voilà. Et alors, cette adaptation, elle, ça crée une nouvelle façon de travailler. Qu'est-ce qui a changé avec lui? Avec lui, l'hypnose a été l'outil pour se défaire, se libérer des phobies, des traumatismes. Ce n'était pas le cas avant. On la voyait pas comme ça. Non, l'hypnose était bon pour ceux que j'en connais, hein, dans des domaines très différents, l'hypnose de spectacle, Oui. l'hypnose de rue. Mm. Bon, il y a aussi les ambassadeurs de l'hypnose en Europe, mais Milton Erickson a été des grands ambassadeurs de l'hypnose dans le milieu médical et Est-ce qu'à pour la votre avis, thérapie. c'est la principale forme d'hypnose actuellement ou il y en a d'autres? Non, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Alors qu'est-ce qui distingue l'hypnotiseur ericksonien de ceux qui ne le sont pas, qui n'appartiennent pas à cette école? Euh, alors, il y a encore dans l'hypnose ericksonienne un tas d'écoles, Ah, en plus, oui. hein. Chacun le fait à sa façon. Je dirais que la façon dont moi j'utilise la technique, c'est que ça soit le plus intuitif possible, Oui. que l'hypnose soit un outil qui permette de passer de la conscience ordinaire vers petit à petit une conscience étendue, en allant vers l'inconscient. Oui, d'accord. On va mettre votre tableau là un peu à côté de vous Ah pour oui, que ce je soit. vais vous l'expliquer. Voilà, comme ça, voilà, ça sera plus parlant. Voilà. Voilà un petit peu comment je vois les choses. C'est-à-dire que je pars de cette idée où nous avons une expérience du monde avec les cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, mais nous avons aussi à des niveaux plus subtils d'autres sens, Ah, et notamment l'intuition, l'anticipation, la créativité, la mémoire, l'abstraction et l'émotion. ce sont des Et sens également. ce sont aussi des sens à des niveaux plus fins. Et en fait, tout cela, cet ensemble-là, que moi, avec mes patients, je questionne, et qui me donne une évaluation un petit peu de la personne et comment elle voit son monde à elle, comment elle voit le monde autour d'elle, et ce qui la perturbe ou ce qui la questionne. Et ensuite, donc, on va s'interroger sur son comportement, ses comportements et ses modes de vie. À partir de là, On l'interroge en état d'hypnose ou en état normal? là, ça peut être encore en état de conscience Et ordinaire. vous l'interrogez dans quel but finalement? Parce que là, elle va vous répondre en conscience. Elle n'est pas dans un état particulier quand elle vous répond. Oui, mais l'état d'hypnose va petit à petit s'installer Ah oui, d'accord. au fur et à mesure de la discussion. La discussion va Et que générer un état. ce qui va être intéressant dans la discussion, c'est qu'on va pouvoir appuyer sur une émotion particulière, savoir attraper le moment où la personne va être touchée par ce mode de fonctionnement, et ça va être la clé d'entrée un petit peu dans son état d'hypnose. C'est comme ça qu'avait présenté les choses Erickson. Erickson jouait beaucoup de ça, en adaptant la façon de questionner aussi
des patients, qui donne une sorte de façon de communiquer aussi. D'accord. Appelé le Milton Model, mais voilà, c'est une façon d'aller chercher chez la personne une réponse un peu plus émotive ou intuitive. Mais alors, ça, c'est le prélude à l'état d'hypnose. Oui, c'est le prélude petit à petit par la voix, par le ralentissement parfois de la voix, en marquant des silences. On amène petit à petit la personne dans l'état que l'on nomme la transe. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où cette personne est en cet état de transe? Quel est le travail qu'on peut accomplir? Eh bien, on invite alors l'esprit inconscient à se manifester, à venir en premier plan, alors que l'esprit, lui conscient, va être invité à s'effacer en arrière-plan. C'est comme ça qu'on s'exprime. C'est pas exactement comme ça que je le dis dans une séance d'hypnose, mais c'est pour vous montrer un petit peu la mécanique. C'est ça, donc il y a un esprit inconscient qui va falloir mettre en avant et qui va devoir dire des choses que l'esprit conscient l'empêchait de dire. L'esprit inconscient sera un petit peu comme un facilitateur ou comme un véhicule pour aller chercher des informations. Ça peut être des mémoires ou des capacités, des ressources dont la personne, de façon tout à fait consciente, n'a pas accès. Donc finalement, c'est le monde de la subconscience, c'est le monde du subconscient qui va émerger, qui va réémerger, mais qui est toujours là de toute façon. Oui, pour moi, cette idée du subconscient et de l'inconscient, c'est un peu le même monde. Oui. Vers lequel on n'a pas forcément accès quand on est là dans une discussion tout à fait ordinaire. Mais dans un état que l'on appelle la transe, on a alors ces différentes voies, ces portes qui s'ouvrent vers cet espace. Alors justement, qu'est-ce que ça donne comme possibilité d'avoir quelqu'un dans cette... Comme possibilité, ça donne, donc, comme je vous le disais, l'accès aux ressources, et ensuite peut-être l'accès à des croyances plus fondamentales, ou à des valeurs qui sont plus existentielles pour la personne, et alors commencer à... c'est peut-être déjà l'objet d'une séance et dans un cadre très particulier, mais pour tout ce qui peut être autour de la confiance en soi ou de la possibilité à une personne d'être plus au contact avec elle-même, plus sereine ou plus habitée ou plus fixée. Je dirais que c'est des choses sur lesquelles on peut jouer. Et donc finalement, la relation que cette personne avait avec ce que vous appelez son moi inconscient, je ne sais pas quelle expression vous avez employé, son personnage, enfin il y a un deuxième, il y a une autre force qui est là derrière. Non, enfin une autre force, c'est sa force elle. Non, je veux dire vous parliez il y a une entité, enfin, il y a une valeur consciente par rapport à une valeur inconsciente, c'est ça que vous dites. Oui, mais par exemple, qu'est-ce qui vous fait respirer en ce moment? On va appeler ça la valeur inconsciente. Voilà, c'est ça. Donc finalement, et puis comme tout ce qui fait marcher votre corps en ce moment, à part les questions peut-être que vous êtes en train de me poser. Oui, bien sûr, à part. Mais donc finalement, cette partie de l'inconscient, il est là, il est en activité, mais quelque part, on n'est pas vraiment en contact avec lui. Il ne nous donne pas tout ce qu'il a à nous donner. On est tout le temps au contact avec lui, sauf qu'on n'est pas tout le temps à l'écoute. Oui, c'est ça. Et c'est développer une sensibilité particulière. Seule la détente, qui va entraîner progressivement un état de transe, va nous permettre d'avoir accès à cet inconscient. Alors par exemple, les créateurs, les peintres, les musiciens, ils sont mieux en contact avec cette dimension inconsciente, ils sont plus à l'écoute de cet inconscient que la personne, disons, quelqu'un qui a repris contact avec cette dimension-là. Qu'est-ce que ça lui apporte? Ça lui donne des capacités, des compétences, des capacités nouvelles, ça réveille, ça développe. Qu'est-ce que ça?
Alors peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'être sensible à ses émotions, a l'habitude par exemple de sensibilité musicale ou sensibilité particulière sur la vision, je veux dire l'utilisation de la vue, ou le toucher, je dirais qu'ils vont être plus réceptifs à ce genre d'outils. Pour quelqu'un qui n'utilise pas du tout sa sensibilité, ça va être quelque chose de tout à fait nouveau, particulier. Mais ça ne veut rien dire sur l'efficacité de la séance. Absolument pas. Après, ça va dépendre du thérapeute et de l'hypnotiseur d'avoir la capacité de pouvoir emmener aussi des personnes tout à fait novices dans cet espace-là particulier. Ça ne veut pas dire que l'esprit inconscient, lui, ne va pas réagir. Et ça ne veut rien dire sur la puissance de l'esprit inconscient. Alors, nous avons... est-ce que vous voulez dire par là que nous n'avons pas tous des esprits inconscients aussi puissants? Certains ont la chance d'avoir des esprits inconscients plus performants que d'autres, plus inspirés que d'autres. Je pense que tous nos esprits inconscients sont performants. Pour savoir ce qui est fait déjà pour nous dans notre corps, pour nous maintenir dans un tel état de bonne santé, la plupart du temps et d'équilibre, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc après, nos capacités aussi de nous adapter, de nous ajuster en permanence dans un état de santé, je dirais, classique et normal, est tout à fait extraordinaire. Donc on peut dire que tous nos systèmes d'esprit inconscient sont absolument performants. Oui. Après, la capacité à se servir de ces ressources et les réintégrer par rapport à les difficultés, ça, c'est plus aléatoire. Voilà. Moi, j'ai des gens avec lesquels, en une séance d'une heure, ça suffit pour les libérer complètement de même des choses, des tremblements, des choses physiques, ou des phobies, ou des traumatismes. Et puis pour certains, il va falloir plusieurs séances. Oui, d'accord. Donc ça, il y a la dimension thérapeutique, et puis il y a la dimension d'éveil des facultés. Il y a des gens qui sont plus en... C'est une des voies d'éveil, l'hypnose, tout à fait. C'est évident pour moi, ça paraît tout à fait pragmatique de s'occuper de l'inconscient comme un outil qui peut être complètement à nos services dans des moments de la vie où on se sent en difficulté. Pour d'autres, ça va paraître un petit peu étrange, voire complètement irrationnel. En vous écoutant, on a l'impression que nous sommes tous dotés de ces deux niveaux, l'esprit conscient et l'esprit inconscient. Ça fait partie de notre anatomie en quelque sorte. Alors, cette idée-là de cette dualité, c'est également Erikson qui l'a introduite parce que c'est pas évident. Je dirais que c'est les demandes à l'accueil, s'il vous plaît. Je pense que... Est-ce que ça recoupe la psychanalyse? Est-ce que ça recoupe... enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des recoupements avec des disciplines qui... Par exemple, pour les psychanalystes jungiens ou je sais pas, ou lacaniens, est-ce que ça fait sens, cette notion de ces deux esprits? Je ne sais pas, il faut les interroger. Oui. Moi, ce qui me paraît naturel, c'est que on existe dans ces deux dimensions, qui ne sont pas vraiment deux dimensions, parce qu'elles sont intimement liées, et c'est simplement des niveaux, de niveau de surface de l'esprit conscient vers des niveaux plus profonds de l'inconscient. Donc comme vous disiez au début... Ces images peuvent aussi aider certains novices à comprendre un peu plus comment ce fonctionnement peut les aider par rapport à différents problèmes qui se manifestent à eux. De comprendre qu'il peut y avoir une surface et puis à un moment des endroits plus profonds, parfois qu'on n'a pas accès, des endroits parfois cachés, secrets, et il suffit juste de prendre conscience à un moment que c'est là. Et quand on fait le chemin de la conscience vers l'inconscient, en général, l'inconscient fait le même chemin vers le conscient. Et donc finalement, ils ne font qu'un à un moment donné. Une réponse. Oui.
D'accord. Mais en général, c'est plutôt l'esprit conscient qui a le dessus sur le moment, enfin, qui est là, qui fait acte de présence. C'est lui qui occupe le terrain. C'est lui qui va vous décider d'aller venir me voir, par exemple. Oui, Ensuite, il va falloir le laisser un petit peu de côté. Dans sa capacité, lui, à se restreindre, à se limiter lui-même, oui. sa capacité aussi à résister. Et donc, pour permettre vraiment à l'esprit inconscient, lui, de se manifester. Avec Donc, toute sa puissance et sa sagesse. Donc, par certains côtés, l'esprit conscient pourrait nous entraîner dans des directions qui ne sont pas forcément souhaitables. Mais on le sait, on le voit partout. Oui. Des réactions spontanées sur, des tentations, sur de la tentation, de la colère, sur oui. toutes les formes d'émotions oui. Qui ne sont pas maîtrisées. Oui. Le fait de cette pratique fait que alors on commence à maîtriser un peu plus tous ces phénomènes, tous ces mécanismes. Alors, est-ce que vous voulez dire que par là, quand vous dites cela, bon, il y a donc les séances de thérapie, Oui. mais la personne elle-même, elle continue en dehors de ces séances à fonctionner. On peut dire, elle a un travail à faire aussi de son côté, ou c'est surtout les séances elles-mêmes qui sont déterminantes. Ça peut. Comme le faisait Milton Erickson, il peut y avoir des tâches à faire pour aider la personne à mieux intégrer la transformation, le changement dans son quotidien. Il n'y a pas tellement longtemps, oui. ça m'arrive dans mes séances de donner des tâches. Des tâches, c'est-à-dire des choses à faire dans la vie. Qui vont permettre à la personne de mieux... Ça peut s'apparenter un petit peu à la PNL, de ce qui se fait en PNL. Mais c'était tout à fait courant que Milton Erickson donne une tâche à un de ses patients pour qu'il puisse, ça dépend des cas, mais par exemple pour quelqu'un qui cherche de l'ancrage, alors rester à un niveau de la simple séance d'hypnose ne serait pas suffisant pour elle. Pour qu'il puisse vraiment expérimenter les effets et les bienfaits dans le monde réel. Et dans ces cas-là, il me semble tout naturel de créer ce lien si la personne n'est pas capable de l'ajuster, de l'adapter elle-même dans son quotidien, alors de lui donner la tâche à faire. D'accord, oui. Donc, vous parlez d'un changement. Il s'agit de déclencher un changement. À quel niveau le changement, dans sa façon de percevoir, de se comporter, Le changement, ça dépend encore de la pathologie de la personne. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle échappe à cette pathologie, qu'elle la dépasse, qu'elle évacue cette pathologie. Je dirais que pour ce que je peux en analyser de mon côté, il y a d'abord passer par la conscience, en prendre conscience, d'une certaine façon, dans un état étendu de conscience. Mais les gens qui viennent vous voir, finalement, en prendre conscience avec des points de vue un petit peu variés et différents. Et après cette conscience, c'est petit à petit apporter une compréhension plus fine de ce qu'ils en avaient avant. Et après cette compréhension, il peut y avoir commencer à transformer, commencer à modifier ce qui était pas favorable pour la personne. C'est ça. Mais alors les personnes qui viennent vous voir, elles sont conscientes de leurs problèmes quelque part, ou bien vous les rendez conscientes? Elles sont conscientes d'un certain problème. Parfois, le problème cache encore un autre problème, qui est peut-être la racine même du problème pour lequel ils sont venus me voir. Et vous allez trouver cela? Bon, par la discussion, en tout cas, je vais le chercher. Oui. Pour toucher encore, la racine, qui va être guidée par, à ce moment-là, l'émotion de la personne ou sa capacité, ou la façon dont il va délivrer le message. On le sentira. Mais alors, quelle est la formation
pour devenir hypnothérapeute. Alors dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on vous donne des connaissances, on vous donne des repères, on vous donne des tableaux. Quel est le bagage qu'on vous fournit pour accomplir votre travail d'hypnothérapeute? Il y a la capacité d'écoute, il y a le langage. On ne vous donne pas de connaissances précises spécialement. On vous décrit un petit peu les... Il existe plusieurs écoles d'hypnose ericksonienne. Oui. Je ne rentrerai pas dans... D'accord, mais elles ont chacune un certain descriptif de notre psychisme, je ne sais pas. Elles ont quand même... elles établissent des normes qui permettent... Parce que quand on parle de pathologie, il y a forcément par opposition une norme dont on s'éloigne. Oui, il y a aussi beaucoup d'entraînement, beaucoup d'observation des séances elles-mêmes, beaucoup de compréhension du mécanisme lui-même de la séance d'hypnose, avec le questionnement, avec la façon d'entraîner les gens en transe, avec aussi les différents protocoles que l'on peut connaître, que l'on peut aussi se libérer de ces protocoles pour pouvoir être plus à même de répondre plus individuellement à la demande du patient. Donc tout cela, c'est un ensemble. Alors on pourrait peut-être conclure sur votre conférence de lundi. Donc hypnose et vis antérieure au féminin. Oui. Parce que là c'est au masculin. Mais donc on sait qu'effectivement l'hypnose est un moyen de prendre conscience de ce qui nous a précédé. C'est pas exactement dans ce sens. C'est-à-dire que les vies antérieures peuvent être un outil en hypnose pour résoudre des problèmes. Et que c'est des cas que j'évoquerai lors de la conférence. C'est si en effet un patient vient me voir notamment me disant qu'il est atteint d'une grande tristesse et que une sorte de dépression. De toute son histoire, il sait par ses connaissances et ses mémoires qu'il a toujours été dans cet état de tristesse. Alors dans ce cas-là, les vies antérieures peuvent être un outil pour aller rechercher des périodes plus lointaines où alors l'individu se sentait libre de cet état émotionnel constant aujourd'hui.